Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% remix. Ici, on parle après-course, test, interview, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Alors, déjà bienvenue si vous avez la chance de m'écouter. Et j'ai envie de faire une petite intro pour vous expliquer ce que j'ai envie de faire avec ce projet. Donc déjà, c'est contrairement à beaucoup de médias et de pages Facebook, de pages Instagram et surtout de vidéos YouTube, j'avais envie de changer et de faire un podcast. C'est vrai que moi j'ai toujours été passionné par l'audio, par tout ce qui est son et puis avant tout passionné de moto, de motocross. Donc j'avais envie de faire tout simplement un podcast parce que, j'écoute, ça tout le temps. J'écoute surtout des podcasts américains parce que des podcasts français, il y en a très peu, c'est vrai, voire pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a Le Big qui fait son podcast avec David Villemain. De temps en temps, il y a Moto Verte qui fait des trucs et moi j'avais envie de créer mon propre podcast et voilà et de partager des bons moments en moto, avec tout le monde et voilà. J'espère que franchement, ça va vous plaire, j'en suis convaincu. Donc là, je commence petit, heu et puis pourquoi pas après dans le futur, essayer de grossir un peu le truc si ça prend et voilà. Donc je compte vraiment sur vous pour m'aider, à ce niveau-là. Si jamais vous aimez le podcast, faut partager, il faut en parler, il faut, noter sur Apple Podcast et tout. Donc voilà, je me lance. Aujourd'hui, on va parler après course. C'est la fin du championnat pro motocross, du championnat US. Donc aujourd'hui, c'est après course. Après, pour les autres fois, il y aura des tests. Donc des tests sur des produits que j'ai achetés ou alors qu'on peut-être, j'espère, qu'on pourra me prêter ou alors me donner des tests vraiment pour être honnête, si c'est de la qualité et tout, que sur du produit MX. Après, il y aura des interviews de pilotes. Avec, je l'espère, voilà, des pilotes surtout de la scène française, hein. On va pas s'attaquer à trop gros, hein. Déjà, franchement, avec la scène française, il y a de quoi faire et puis je suis sûr que ça peut être intéressant. Et après, voilà, des petits conseils, des aventures, des courses, parce qu'évidemment, je suis pilote, donc je fais des courses et voilà, partager tout ça, passer des bons moments, donc que vous alliez sur un terrain vous entraîner, que vous soyez à la salle de sport, que vous revenez d'une course. C'est toujours le bon moment pour écouter un podcast sur votre passion et surtout quelque chose qui change comparé aux vidéos YouTube et aux différentes news, sur Instagram et tout. Donc c'est parti. Allez, accrochez-vous aujourd'hui, après course, donc la course de Pala, Fox Raceway, round numéro 12. Donc là, franchement, déjà, j'ai envie de commencer par le contexte de cette course. Donc, championnat évidemment hyper intéressant aux US, avec en catégorie 2,5 et ben, la domination de Jet Lawrence, voilà, qui a gagné presque toutes les courses. Il était vraiment fort du début à la fin de la saison sur sa Honda. Et puis en catégorie 450, et ben là, c'est juste la folie. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux en tant que fan, que ça se termine dans la dernière manche du championnat. Ça, c'est vraiment top. On a suivi ça de très près tout le long, les chronos, les manches, on a décortiqué ça et j'ai écouté plein de podcasts américains évidemment et donc voilà, j'espère que je vais arriver à vous faire partager, plein de choses. Donc le contexte de cette course était quand même, assez spécial parce qu'il faut savoir que là-bas, il faisait, à peu près 105 degrés Fahrenheit, donc je crois que c'est à peu près, c'est proche des 40 degrés, hein, il me semble. Donc pour une fin août, voilà, sud de la Californie, il faisait super chaud. Les pilotes, à mon avis, ils ont dû arriver la veille, ils ont fait: «Mais ça va être ça va être n'importe quoi» et donc en fait, l'AMA a décidé de raccourcir les manches de 30 minutes plus 2 tours à 25 minutes plus 2 tours. Ils ont décidé ça 2 jours avant et franchement, moi, je pense que
c'était une bonne chose, voilà, de baisser, de 5 minutes. Ça a dû leur faire des manches de 3 tours, en moins, je pense. Et ils ont également allongé le temps entre les manches. Donc à 1 heure, à la base, c'était de 1 heure, c'est passé à 1 heure et demie de pause pour pouvoir se reposer un peu. Donc heu, donc déjà contexte vraiment spécial, pardon. Heu et puis surtout que la pression, donc on avait surtout la pression dans les 2 catégories. Déjà en 450, bon là évidemment, ça se jouait à 1 point avant l'épreuve, avant la dernière épreuve, donc celui qui gagnait cette course allait gagner le championnat. Et en catégorie 250, on savait que Jet allait, heu remporter ce championnat parce qu'il l'a pas fait à Ironman à l'avant-dernière épreuve. Il l'a fait sur la dernière épreuve dans la première manche. Et donc la pression, c'était sur la deuxième place et la troisième place avec, Hunter Lawrence et Jo Shimoda. Donc Jo Shimoda, heu, avait la deuxième place déjà après le 11e round. Je crois qu'il menait de 4 points, il me semble. De 4 ou 7 points, je me souviens plus, sur Hunter Lawrence. Donc Hunter Lawrence heu, devait vraiment tout donner pour essayer de prendre cette deuxième place, au classement général. Après, on sait que pour la deuxième et troisième place, c'est important quand même parce qu'il y a pas mal de bonus, d'argent en jeu avec avec les manufacturiers, avec les marques de motos. Donc ça change vraiment beaucoup et on savait qu'il allait avoir une belle bataille. Voilà pour ce contexte. Alors, déjà, heu, il faut savoir aussi, stat intéressante, pour les 4,5. Donc Sexton, Honda et Tomac, Yamaha, ils ont mené à eux seuls 74 des tours qui ont été complétés cet été. Donc ça veut dire que tous les pilotes confondus, tous les tours qui ont été faits autour des 12 circuits, 74 des tours ont été menés par Sexton et Tomac. C'est juste n'importe quoi et ça montre vraiment la domination, hem, que ces 2 là avaient sur les autres. Et on va le voir après, dans la première manche, on va vraiment le voir qu'ils étaient vraiment au-dessus. Ce Au niveau des chronos, voilà, le matin, sur cette piste de Fox Raceway, alors le terrain était déjà défoncé parce que c'est vrai que la veille, il y a eu le Moto Combine. Donc ça, c'est la course des amateurs qui a lieu donc, la veille. Et donc déjà, les amateurs ont pu faire beaucoup de traces. Donc c'est vrai que des traces des fois moins rapides. Ce que je veux dire, c'est des courbes un peu différentes, des ornières un peu différentes parce qu'ils sont un peu moins vite. Donc le terrain était vraiment déjà bien troué. Ils ont refait le terrain dans la nuit. Mais c'est sûr qu'il y avait encore des traces de la veille. Donc les chronos, le terrain était défoncé. Et puis au final, Tomac prend la pole et Jet Lawrence prend la pole. Et déjà, dès les chronos, on peut voir, donc comme DV, c'est vrai, le dit sur le Big USA, que déjà la moto Atomax, c'est une moto c'est une moto assez atypique. Et dès les chronos, on a pu le voir, sans déconner, Tomac, il doit avoir des triceps, ça doit être nos cuisses, sans déconner. Parce que pour avoir une fourche qui plonge autant et un arrière aussi haut, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous arrivez à Mach 12 d'une ligne droite et que vous freinez, vous voyez la fourche, elle plonge forcément un peu, mais la fourche de Tomac, elle plonge tellement qu'il doit tout retenir sur les triceps. Et à mon avis, il doit forcer, et ça montre vraiment qu'il a un physique de psychopathe parce que pour avoir une moto atypique comme ça. Et en plus il aime, on sait, enfin, on sait qu'il aime l'amortisseur, l'arrière haut et l'avant, donc l'avant qui plonge vraiment. Donc c'est complètement l'opposé de la moto à Sexton qui pour moi est vraiment plus équilibrée. Et on a l'impression qu'il se fait moins tabasser. Mais voilà, Thomas il aime sa moto, il change rarement, ses settings. Enfin, on a l'impression que de course en course, c'est vraiment souvent les mêmes settings. Il doit changer deux trois trucs, mais voilà, vraiment pilotage et moto atypique pour Tomac. Alors après pour les manches, on peut attaquer par exemple par la catégorie 250 où, Musquin a roulé sur cette course de Pala, sur cette dernière manche pour préparer le motocross des nations. Donc c'était quand même assez intéressant de voir Marvin, prendre le départ.
et on savait pas trop ce qu'il allait faire, où il allait terminer. Parce que c'est vrai qu'il a passé tout l'été, sans rouler, enfin du moins, il s'est entraîné, voilà, on l'a vu sur YouTube, il a roulé, sur des huskies, sur des KTM 2,5, mais voilà, il a pas fait vraiment de course et surtout, il a pas fait d'entraînement, il me semble, d'entraînement vraiment typé pour la course avec des manches et des vraiment pour se rentrer dedans, quoi. Donc c'était intéressant de le voir et plutôt, il répond plutôt aux attentes, hein, je pense, hein, Musquin. Il fait un bon départ, dans la première manche surtout. Il passe un ou 2 pilotes pour se mettre en troisième position dès le début et puis après, on s'est dit: «Est-ce qu'il allait avoir le physique pour tenir?» Et donc là, c'est sûr que, bah, le physique, quand tu pas roulé de la saison, les autres, ils l'ont, ils sont habitués et lui, il est pas habitué à ça, hein. Donc mais franchement étonné parce qu'il a tenu et il a tenu, hein, et c'était vraiment pas mal. J'ai regardé combien il termine à la je me souviens plus combien il termine à la première manche. À la première manche, il termine à la première manche, il termine 4e, il me semble, et à la deuxième manche, il termine 7e. Donc non, 10e, pardon. Donc voilà, donc après c'est sûr qu'il a vraiment bien roulé et et puis, ça peut que ne bien l'entraîner pour le motocross des nations. Donc avec Dylan Ferrandis donc et puis avec Maxime Renault qui a remporté une manche en Turquie là pour cette dernière épreuve. Donc écoutez, on verra pour les nations, mais là ça a fait un bon entraînement je pense, une bonne remise en jambes et c'était vraiment top de le voir. Heu, Hunter Lawrence était hyper rapide aussi, heu, mais en première manche, par contre, assassinat, enfin non pas assassinat, je vais dire, dépassement agressif sur Joe. Et voilà, je voulais vous parler un peu de cet accrochage parce que c'est vrai qu'en fait, il est remonté, il est remonté et donc une fois qu'il est arrivé derrière Joe, il s'est dit: «Bon, là, il faut que je fasse quelque chose pour prendre cette deuxième place au championnat». Voilà, dépassement agressif là sur cette espèce de petit step down et au final, on a vu, bah, voilà, il y a Hunter Lawrence, on l'a vu, il est arrivé, il avait vraiment trop de vitesse pour suivre l'ornière et là, coup d'épaule avec Joe, Joe qui tombe, qui se fait un tout petit peu mal dans sa chute. Joe qui passe à la troisième position et qui se fera après dépasser par Justin Cooper et qui finira quatrième de cette première manche. Donc moi franchement, bah, dépassement agressif, j'ai trouvé ça un peu limite parce que, c'était sûr, une fois qu'il s'est lancé, c'était sûr en fait qu'il allait pas pouvoir rentrer dans l'ornière. Et donc c'est ça que Shimoda lui reproche, surtout on a vu sur ses commentaires, sur ses publications Instagram après. C'est pas tant le dépassement agressif, c'est surtout qu'il savait que, Hunter, il allait pas pouvoir, heu, passer dans l'ornière intérieure et donc qu'il arrivait trop vite et qu'il allait devoir couper toutes les ornières comme il a fait. Donc ça, c'est vrai que c'est agressif et puis il pouvait que le faire tomber à cette vitesse-là. Donc ça, c'est un peu dommage, mais Joe, ça l'a énervé pour la deuxième manche et ça, c'était pas mal. Après voilà, Jet Lawrence donc qui gagne la première manche et à la fin de la première manche, donc il a le championnat et on voit qu'il est pas très, très, content de sa performance parce qu'en fait, il était en bagarre donc dans le dernier tour donc avec son frère, mais il savait pas que c'était son frère derrière. Il en était pas sûr et du coup, à l'arrivée, il dit à Jason Thomas là, au commentateur qui est sur la piste, il dit à l'arrivée, il dit: «En fait, si j'avais su, j'aurais laissé passer Hunter pour qu'il marque plus de points». Donc ça, c'est pareil, moi j'aime bien la course juste, mais voilà, ils sont frères, en plus ils sont dans la même, enfin ils roulent pour la même marque, ils sont frères, donc je comprends qu'ils veuillent l'aider. Après voilà, c'est un peu c'est un peu dommage que Hunter récupère cette deuxième place au championnat comme ça, grâce à son frère, en fait. On verra après qu'il récupérera pas la deuxième place, parce que Shimoda en deuxième manche, il sort une manche de folie et il part, il fait un super bon départ. Et en fait, il s'échappe quoi. Il va finir loin devant les autres. Il va finir avec 10 secondes d'avance sur le deuxième. Et et puis donc sur Jet, c'est Jet qui termine à la deuxième position. Donc franchement, Joe, je pense que ça l'a énervé et bon, on voit bien avec son caractère et tout qu'il allait pas faire du trash talk sur Hunter et tout. Mais il est quand même content d'avoir la deuxième place au championnat, d'avoir l'argent et ça, c'est plutôt pas mal.
Hunter, par contre, en deuxième manche, il fait un mauvais départ, il part hors du top 10. Et ce qui m'a impressionné aussi dans cette catégorie 250, c'est que Justin Cooper, sur les 2 dernières épreuves, il a moyen marché, on va dire. C'est un peu contradictoire parce qu'en fait, dès qu'il a eu sa sélection pour le Team USA au Motocross des Nations, et ben c'est là, en fait, qu'il s'est mis à rouler un peu moins bien qu'avant. Et donc, en fait, il se dit que peut-être il aurait eu le Covid ou en tout cas il aurait été malade. Et c'est pour ça qu'aux 2 dernières épreuves, il n'a pas aussi bien performé qu'avant sa sélection pour les USA. Donc là, c'était bien de le voir en deuxième manche s'accrocher avec Jet. Et voilà, il n'a pas réussi à le doubler, mais franchement, c'était une belle prestation. Donc sur cette course pour la catégorie 250, c'était plutôt des bonnes manches. Et puis voilà, il devait être assez exténué par la chaleur. Jet, il voulait finir sa carrière en 250 outdoor sur une bonne note. Voilà, il fait 1 et 2, c'est plutôt bien. Parce qu'on sait que l'an prochain, Honda va le mettre en 450. Donc il y aura Chase Sexton en 4,5, Jet en 4,5. On ne sait pas encore où Roczen va aller, on ne sait même pas où il va aller, dans quelle équipe il va aller pour le World Supercross, là, dont on suivra bien évidemment sur le Crossman avec attention, et on fera des podcasts dessus. Si jamais en plus on arrive à avoir des invités, c'est encore mieux. Donc voilà, donc dernière course de Jet en 2,5 outdoor. Voilà, il montre vraiment qu'il a un style de fou, il a la vitesse, et il a une maturité aussi qui est assez impressionnante, parce que on peut voir que, voilà, comparé à quand il se battait en Supercross avec Ferrandis, il me semble, il y a 2 ans, là où il s'est pété la clavicule, là on voyait que c'était le jeune fougueux. Depuis ces 2 ans, on voit qu'il a vraiment progressé, qu'il s'est vraiment calmé, pilotage posé, qu'il fait encore quelques erreurs, mais franchement ça va. Donc pour cette catégorie 2,5, franchement c'était hyper intéressant. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, on a Jet Lawrence qui fait premier du général. Après, on a Shimoda en 2 et après on a Cooper en 3, voilà. 47 points à Lawrence, 43 points Shimoda, 40 points pour Cooper. Et puis malheureusement pour Hunter, la deuxième manche a été moins bonne parce que voilà, il termine cinquième et il marque que 38 points au général, donc il perd sa deuxième place au général. Ça a dû le faire chier parce que au début, au début de saison, on pensait que les deux frères Lawrence étaient vraiment au-dessus et que personne n'allait pouvoir les accrocher. Et heureusement, à partir de Red Bud, vraiment, là, on a vu Shimoda monter d'un cran. Et, euh, et puis, franchement, il a progressé. On verra après dans la rubrique que je ferai. Il a vraiment progressé. C'était vraiment top. Donc, voilà pour les 2,5. Après, pour les 4,5, donc, pour les 4,5, là, ça se jouait vraiment. Enfin, je veux dire, pression maximale, ça se jouait vraiment dans la dernière manche. Celui qui allait gagner au cumulé les 2 manches allait gagner le championnat parce que un point d'écart, enfin, 1 point d'avance, on va dire, pour Tomac, on savait qu'ils allaient faire 1 et 2 tout le temps, à moins d'une casse mécanique. Donc 1 point, en fait, c'est quasiment comme s'ils étaient à égalité. Par contre, là où c'était intéressant, c'est que Tomac, avec son point d'avance, avec ses 1 point d'avance, non, avec son point d'avance plutôt, je sais pas pourquoi je dis c'est. Et avec son point d'avance, en fait, il pouvait se permettre de gagner une manche, par exemple la première, et de faire 2 à la deuxième. Si Sexton fait 2 à la première et 1 à la deuxième, s'ils font ex aequo en points quoi qu'il arrive, vu qu'il a 1 point d'avance, et ben c'est bon, le championnat, il est plié pour lui. Donc ça, c'était super intéressant. Et alors que Sexton était plutôt dos au mur, il devait gagner les 2 manches s'il voulait remporter ce championnat. Ou alors, vraiment, s'il gagnait pas les 2 manches, qu'il y ait quelqu'un qui s'intercale entre lui et Tomac. Mais comme on l'a vu tout le long de ce championnat, c'est vraiment c'était vraiment plutôt mal engagé. Euh, donc, en 450, pour la première manche, on a vraiment Sexton qui part devant, donc all shot pour Sexton, et Tomac qui se met tout de suite en deuxième position. Et on pouvait pas espérer mieux, comme ça au moins il allait avoir une bataille juste, et avec du beau fair play, vraiment une belle bataille pour la victoire. Et en fait, là je pense que dans cette première manche, Tomac il avait vraiment l'avantage,
parce que, il était plutôt derrière, donc en plus en position de chasseur là où il aime. Il pouvait jauger la vitesse de Sexton, là où il allait plus vite, là où il allait moins vite et tout simplement si jamais il sentait qu'il était pas à fond et que Sexton était à fond, il en gardait un peu sous le pied, il en gardait un peu dans la poignée de gaz et il conservait de l'énergie et heu, c'est vraiment ça que j'ai l'impression qu'il a fait. Il a conservé de l'énergie, la première partie de course, il a un peu regardé les traces et tout et au moment où il a vu, dès que la 1re opportunité qui s'est ouverte à lui, il l'a saisie, il a doublé Sexton dans les vagues. D'ailleurs, dépassement magnifique parce que il prend l'extérieur, voilà, là où Sexton faisait inter, triple. Il prend l'extérieur, il met vraiment du gasto et là, il enroule et vraiment il va se mettre sur sa gauche dans les grandes vagues et pour après se mettre à l'intérieur du virage d'après, pour le dépasser et puis après pour essayer de s'envoler. Donc on verra qu'il va pas s'envoler parce que Sexton, il a vraiment roulé le feu, il a tenu, il finit juste derrière Tomac. Est-ce que ça l'a entamé au niveau de l'énergie? Peut-être, parce qu'après en deuxième manche, on verra que c'était quand même pas pareil. Hem et voilà, Tomac franchement, belle course, il a géré, heu, il a roulé, de toute façon, il avait pas le choix, hein, il a roulé et une fois qu'il a gagné cette manche, donc 1 et 2, donc i 50 points, non pas 50 points, pardon, 25 points, 50 points, c'est en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, hein, on verra après. Donc 25 points donc et 22 pour Sexton, 3 points d'avance, ça lui faisait 4 points d'avance et donc après il fallait gérer, juste la deuxième manche. Donc c'était pas mal et franchement deuxième manche, ils font un départ un peu plus, voilà dans le top 10 mais ils étaient un peu plus loin et là, c'est là que l'erreur arrive. Qui allait craquer? C'est Sexton qui craque. Il fait vraiment une chute comme il nous a habitués et ça j'étais un peu deg. Il fait une chute dont voilà, il a tendance à faire ça, une chute. Il y avait un espèce de trou et il s'est fait surprendre par le trou. Il est passé un peu par-dessus, les 2 épaules par-dessus le guidon. Il s'est mis dans le talus à côté et ça, c'était vraiment, il a craqué et là, Sexton, il était 3 places derrière. Il l'a vu, il s'est dit: «Oh putain, le con, il est tombé, faut que j'y aille» et là, Sexton après, il tombe 3 fois dans cette deuxième manche. Et je pense que les deux fois d'après où il est tombé, c'est parce qu'il essayait tellement de pousser, tellement d'aller vite que en fait, il disait: «Allez, j'y vais et c'est soit je tombe ou soit j'essaie d'aller gagner et on verra». Même s'il gagnait la manche, il fallait que Tomac fasse 3. Donc voilà, il y avait pas le choix. On a vu que Anderson, il a pris un super départ, il a doublé tout de suite Craig pour se mettre en première position. Et puis en fait, il fallait aller doubler Anderson et puis qu'Anderson se mette entre, Tomac et lui. Donc il s'est dit: «Je donne tout», voilà, il a perdu l'avant, en haut du step up et puis, quelques tours après, il a reperdu l'avant encore, en bas justement de cette section, en bas du step down, il me semble. Mais avec ça quand même, ça vous montre la domination des 2. Avec ça, il termine quand même deuxième. Donc le gars tombe 3 fois et il termine quand même deuxième. Donc voilà, enfin cet été, je sais pas si c'est les autres qui sont un peu moins bien ou si c'est vraiment les 2 qui ont élevé le jeu, mais c'était vraiment fort et belle deuxième manche de Tomac, voilà, on le voit gérer à la fin et heu et puis, il était cuit, hein. Quand les 2 étaient cuits quand vous voyez quand ils rentrent sous les tentes, les mécanos, ils sont avec les bouteilles d'eau gelées et tout, ils essayent de les rafraîchir comme ils pouvaient, putain si on avait tout ça une fois qu'on rentrait, sous la tonnelle de notre manche, on serait quand même pas mal. Mais mais non, voilà, donc 4,5 franchement, c'était vraiment beau à voir. Une belle bagarre entre les 2 voilà, derrière, ça s'est un peu cherché mais voilà, après ils nous ont habitués à ça, hein. Craig, heu, Craig qui fait une bonne course aussi, qui termine à la 4e place. Barcia qui, on va dire, qui est mieux aussi que tout ce qu'il nous a habitués à faire depuis le début de saison, parce que là, il termine à la 5e place de la course. Heu, Compliqué avec Barcia d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur l'accrochage avec Barcia et Ferrandis. Voilà, moi j'ai mon opinion là-dessus, hein et
Puis voilà, après, ouais, déception un peu pour Dungey, pareil. Euh, Petite déception, huitième place. Roxen, neuvième place. Donc, on savait que ça allait être compliqué parce que on connaît les pépins physiques de Ken Roxen. Et là, 40 degrés à l'ombre, ça a pas fait. Je crois qu'il a fait un super mauvais départ dans une des manches. Il me semble que c'était la première. Non, la deuxième, pardon. Deuxième manche. Deuxième manche, pardon. Et voilà, un peu. Voilà. Ken Roxen, c'est un peu le mystère. On va voir un peu où il va. Ce qu'il va faire s'il a un deal Supercross Only avec Honda en 2023. On sait même pas où il va encore pour le World Supercross. Mais ça va être intéressant de suivre ça. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, donc voilà, 4,5, super championnat. Les deux nous ont régalé. Euh, Anderson pour la troisième place du championnat. Et puis voilà, il montre que de toute façon c'était le troisième meilleur homme de l'été. Y a pas à se poser 20 000 questions, hein. Il a bien roulé toujours avec son style un peu loose on the bike. Euh, Comme pour dire comme les Américains, voilà, vraiment très détendu. Mais j'aime bien Anderson parce que des fois il trouve vraiment des traces, là, comme on a vu à Butts Creek pour la 10e épreuve. Il trouve vraiment des traces. Là, il y avait un espèce de triple. Il y avait un espèce de triple, il atterrissait, enfin, il y avait un espèce de double derrière en descente. Tout le monde faisait simple parce que c'était un saut à l'aveugle. Et lui, il sautait les deux, il raccrochait, il mettait du gaz, il raccrochait, il coupait encore toutes les lignes. À l'intérieur, on a pu le voir c'est Johnny Hopper, je crois, sur YouTube, qui fait une vidéo à propos de ça. Vraiment des traces intéressantes. Et Sexton, Tomac, au-dessus. Sexton, l'an prochain, il continue avec Honda. Les rumeurs disent que peut-être pour 2024, il va changer de manufacturier, donc on verra bien ce qui se passe. Et donc sur cette épreuve, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En 2,5, on peut parler de Digan et Aimas, les jeunes. Donc, Digan, c'était sa deuxième course chez les pros, il me semble. C'était sa deuxième course chez les pros. À Butts Creek, voilà, il a mis la cabane sur le chien et tout. Et là, ça va, il a montré un peu plus de maturité. Après, c'est sûr que on pourrait croire que. Enfin, en fait, vu qu'il a avec sa chaîne YouTube et tout, il a tellement de hype, tout le monde se dit c'est un truc de malade. Bon, je vous l'accorde, il roule bien. Après, est-ce qu'il a de quoi faire le podium, un podium d'épreuve, même l'an prochain, je sais pas. Là, par exemple, sur la course de Fox Raceway 2, il termine 13e au général, donc avec une 16e et une 10e place. Donc voilà, pour un jeune qui fait ses premières courses, c'est bien, mais il a une super moto, il fait que ça depuis qu'il est jeune, donc, euh, donc voilà, après c'est un bon résultat, mais c'est sûr qu'après avoir mis la cabane sur le chien, après s'être pulvérisé dans un enchaînement que personne faisait de la journée, il a tenté d'ouvrir un enchaînement en sautant par-dessus une bosse à Butts Creek, qui s'est mis la tarte de l'espace et il a bien rebondi. Et première course de Chance Aimas sur la Honda. Donc si vous avez suivi un peu les courses amateurs aux US, vous savez qu'il roule très bien aussi. Donc il y a Jet Reynolds sur Kawasaki qui n'a pas encore attaqué, qui roule bien. Il y a Digan qui vient d'attaquer sur Yam. Et chez Honda, c'est Chance Aimas qui avait le numéro 832 ici. Et donc, qui a bien roulé, hein. Chance Aimas, il fait 20 et 11. Donc voilà, en première manche, il a dû avoir un souci. Deuxième manche, la 11e place pour 15 du général. C'est pas mal. Et puis surtout après un Loretta Lyns, une épreuve de Loretta Lyns un peu désastreuse pour lui parce que tout le monde l'attendait sur le devant de la scène et en fait, il a un peu déçu. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Il devait peut-être rouler après Loretta Lyns chez les pros et en fait, il a décidé de se remettre, de faire une pause. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après voilà, donc les jeunes vont bien. De quoi on pourrait parler? On pourrait parler, ouais, non. Premièrement, j'en ai pas parlé, mais une minute, plus d'une minute sur le troisième, Sexton et Thomas qu'ils ont mis. Je vous dis pas, ah ouais, il y a une petite anecdote marrante d'ailleurs. Je vous dis pas quand même, enfin, c'est juste n'importe quoi. Une minute 03, mais même dans n'importe quel championnat, il n'y a pas autant d'avance. Ils ont tellement élevé le jeu cette année que
qu'ils ont pris de l'avance. Enfin, je veux dire, en deuxième manche, c'était moins parce voilà, ils étaient entamés. En première manche, il y avait vraiment tout en jeu. 1 minute 3 sur le troisième, pardon. Et, et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en première manche, je crois que c'était Sexton qui était encore devant avant que Tomac le passe. Et donc, il arrive sur les retardataires en premier, Sexton, vu qu'il est premier, donc place toujours délicate. Et là, il y a un retardataire en bas des step down, là, vers la section du fond. Je le vois, je fais, mais c'est quoi qu'il a sur le dos? Ça serait marrant, faudrait que je le retrouve en vidéo. Et il avait un camelback comme un enduriste. Il était debout dans un virage comme un enduriste. Et là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Au début, on s'est dit que. Alors, aucun manque de respect pour ce gars. D'ailleurs, je sais pas qui c'est, j'ai pas vu le numéro. Parce que bah, s'il est là, c'est qu'il roule super fort. Il me met 10 tours sur une manche de 5 minutes. Ça, je vous l'accorde. Mais en fait, c'était marrant parce que c'était tellement chaud qu'il avait un camelback sur le dos, comme un enduriste avec le tuyau dans le casque. Et il s'est fait déposer par Sexton et les commissaires de course, ils étaient fous avec les drapeaux bleus. Ils secouaient les drapeaux bleus comme des malades pour pas qu'il y ait un retardataire qui se mette devant et voilà, et pas que le championnat se décide sur une chute à cause d'un pilote retardataire. Ça aurait été juste un scandale. Enfin, tout le monde aurait été fou, y compris Lama, MX Sports et tout. Donc voilà, le petit gars, on va l'appeler Dédé avec Dédé le Camelback. Franchement, c'était assez marrant, mais bon, ça vous montre que cette épreuve, c'était vraiment un contexte particulier, très chaud. Tout le monde a dû en chier, et à la fin, les gars, ils assuraient, quoi. Ils regardaient les drapeaux bleus, voilà, ils buvaient un petit coup, Camelback et tout. Ils se sont mis bien, quoi. Donc voilà, après, dans mes podcasts, j'ai envie de faire des espèces de rubriques assez marrantes. Donc vu que c'est le premier épisode, je sais pas trop si. Dites-moi déjà en commentaire, donc n'hésitez pas sur les réseaux, sur Facebook, le Crossman, sur Instagram, le Crossman Podcast, sur YouTube, n'hésitez pas à me dire si les trucs comme ça vous plaisent et quelle rubrique vous avez envie de voir. Je vais essayer d'avoir des invités pour faire des après-courses à deux après, ça serait bien. Euh, on peut faire une rubrique par exemple, ça vous dit, en mode western, le bon, la brute et le truand. Donc voilà, si jamais j'ai des invités, quand j'aurai des invités pour parler après course, je leur poserai et ils me diront les leurs. Et c'est marrant de faire des trucs comme ça parce que les deux catégories confondues, le bon, la brute et le tréant, il faut avoir un choix. Alors mon choix pour ce premier épisode, donc pour cette dernière course de l'Outdoor US, le bon, c'est vraiment Shimoda. Pourquoi je mettrais Shimoda dans le bon? Parce que je trouve que c'est lui qui a, qui a vraiment élevé son jeu depuis le début de la saison. On savait que les Lawrence allaient être forts. On pensait que Shimoda allait être un peu derrière. Voilà, il allait faire des erreurs vu il a fait quand même un championnat Supercross un peu décevant. Et en fait, non, il nous a prouvé le contraire. Depuis Redbud, il a donné. On ne sait pas si c'est le changement d'entraîneur, donc parce qu'il est passé du français Yannick Carvela, voilà, que vous connaissez certainement, à Nick Way, le même entraîneur que Scienza Rouleau en 4,5. Il a changé d'entraîneur, donc je sais pas si c'est ça qui l'aide, mais en tout cas, il a vraiment élevé son jeu, confiance en lui, voilà, avec ce style vraiment particulier, les coups d'en bas ouais, c'est un style assez particulier comparé à Jet Lawrence qui est parfait. Lui, il a les coups d'en bas, il a un style un peu atypique, mais par contre, il mettait du gaz. Depuis Redbud, il a mis du gaz, il a pas eu peur, il a pris les devants, confiance en lui, dépassé plein de mecs. Il finit 2 devant Hunter Lawrence, donc je le mets dans le bon. Après, la brute, je vais mettre Tomac. Pas dans le sens la brute, dans le sens méchant, juste parce que ce mec est une brute au niveau physique. Vraiment impressionnant, comme je vous l'ai dit en début d'épisode. Les triceps, c'est mes cuisses. Il craint pas la chaleur. Voilà, il était quand même cuit, mais il a fini les manches. Les deux avec Sexton, ils ont maintenu leur chrono, mais Tomac, c'est la brute. Parce qu'il n'a pas perdu espoir. Depuis, il a fait des mauvaises épreuves au début du championnat. Il est monté. Physique de malade. Moto atypique. Brutal. C'est la brute. Le truand. Bon, je n'en veux pas trop parce que voilà, on va pas mettre Barcia de toute façon à tous les épisodes, ça je vais vous le dire.
À Buttrick, on aurait pu mettre, Barcia comme le truand. Là, le truand, je vais mettre Hunter Lawrence quand même avec son dépassement agressif et voilà, bah, ça me dérange pas qu'on touche les épaules, voilà, qu'il y en ait un qui tombe, le dépassement agressif, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que là, il y est vraiment allé en mode: «J'y vais, je mets full dans la descente, on verra, je vais sûrement lui rentrer dedans, je vais devoir couper toutes les ornières, je vais pas pouvoir leur prendre l'ornière intérieure». Donc voilà, le truand, c'est un petit truand pour cette semaine. Donc écoutez, je pense qu'on a fait quand même, le tour. Ça fait déjà un moment qu'on parle de cette course, de ce championnat qui se termine. Voilà, donc dernier épisode, 1 épisode pardon sur cette dernière course. Donc après, j'aimerais en faire plein d'autres, justement pour essayer d'augmenter un peu le nombre, d'abonnés, heu, voilà, que la communauté un peu s'agrandisse avant, le début du SXUS. On aura l'occasion aussi de parler, des grands prix. Dites-moi si ça vous intéresse, de parler un peu grand prix, voilà, de qui est un invité, on parle un peu parce que je regarde aussi les grands prix et aussi de faire des interviews pilotes comme je vous l'ai dit et surtout des tests. Semaine prochaine, j'aimerais bien faire un épisode donc je ferai aussi une petite vidéo sur YouTube. On va tester, le boîtier GPS, le boîtier chrono Crossbox. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est pas un produit qu'on m'a offert, c'est un produit que j'ai acheté, en début, d'été, au mois de juin, que j'ai pu tester. Vraiment, je l'utilise sur les courses, je l'utilise aux entraînements et ça peut être intéressant de faire des tests sur le podcast du Crossman parce que justement, je suis pas un pro, on n'est pas des pros, voilà, les personnes que je vais essayer de faire des tests, ça sera pas des pros, et on ça peut donner un bon avis pour, une grande partie de vous qui écoutez, mid-pack en ligue, comme, on est un paquet à l'être et voilà, ça sera des tests honnêtes. S'il y a des trucs qui vont pas, j'hésiterai pas à le dire sans démonter la marque, mais s'il y a des bons trucs, j'hésiterai pas à le dire et à dire pour quel pilote cela est fait. Donc, semaine prochaine, on va parler, test du boîtier GPS Crossbox et après, qui va vite arriver, il y a le motocross des nations, voilà, que je ferai certainement avec un invité. Après, on va enchaîner sur le World Supercross, sur le Supercross de Paris. Il y aura des tests, il y aura des interviews entre-temps. Donc, programme chargé d'ici là. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Surtout, si vous avez aimé, dites-le moi. Abonnez-vous, partagez, parlez autour de vous sur les terrains, les podcasts, le Crossman, les podcasts du Crossman, sur Spotify et Apple Podcast. Voilà, ça change. On écoute, on est dans la voiture, on est à la salle de sport, on met les écouteurs, on met les haut-parleurs, on écoute, on parle moto et puis gaz. Merci à tous.